Loge unie des Théosophes, 11 bis rue Kepler, Paris 16e, téléphone 01 47 20 42 87, 18 février 2009, réunion anniversaire du centenaire des Loges unies des Théosophes. Alors, la première lecture est extraite d'écrits de William Quan Judge, qui a été donc le cofondateur de la Société théosophique. C'était un des compagnons de travail, un collègue de Madame Blavatsky. Donc voilà la lecture, la première lecture. Et pour montrer que finalement le divin est impersonnel, il est dit que la lumière du soi est le véritable maître. Première lecture, extrait des lettres qui m'ont aidé de William Quan Judge. C'est un fait significatif que le mouvement théosophique ait été lancé, comme il a été dit, dans le monde occidental, dans le pays où se font les préparatifs de la nouvelle race racine et où doit apparaître cette nouvelle race racine. Cela ne fut pas fait pour donner de la préférence à une race ou à un pays, ni pour rabaisser une race ou un pays quelconque, mais l'entreprise fut lancée, et elle le demeure, en conformité avec la loi des cycles, qui est une partie de l'évolution. Au regard de cette grande loi, aucun pays n'est ni premier, ni dernier, ni jeune, ni vieux, ni élevé, ni bas, mais chacun, au moment voulu, est adapté de façon convenable pour la forme particulière de travail qui demande alors à être accomplie. Chaque pays est lié à tous les autres et doit leur venir en aide. Ce mouvement a entre autres un but que l'on devrait garder présent à l'esprit, c'est l'union de l'Occident et de l'Orient, la renaissance en Orient de la grandeur qui fut sienne jadis, le développement en Occident d'un occultisme qui lui soit approprié, afin qu'il puisse à son tour tendre une main secourable aux races de sang plus anciens qui, avec le temps, ont pu finir par s'enfermer dans des conceptions rigides et se dégrader spirituellement. Depuis de nombreux siècles, cette union a été graduellement préparée et des travailleurs ont été envoyés en Occident pour en jeter les fondements. La nouvelle ère d'occultisme occidental commença réellement en 1875 grâce aux efforts de cette noble femme, H.P. Blavatsky, qui abandonna son corps il n'y a pas bien longtemps. Cela ne veut pas dire que l'occultisme occidental doit être quelque chose de tout à fait différent de ce que tant d'hommes connaissent ou croient connaître comme l'occultisme oriental, voire même d'opposé à ce dernier. Ce doit être l'aspect occidental du grand tout unique dont le véritable occultisme oriental est l'autre moitié. La mission qui lui revient, mission qui a été dans une large mesure confiée à la Société théosophique, consiste à fournir à l'Occident ce qu'il ne peut en aucun cas obtenir de l'Orient, et donner une large impulsion pour faire lever bien haut, dans la progression circulaire de la vague de l'évolution qui maintenant déferle vers l'Occident, la lumière éclairant chaque homme qui vient dans le monde, la lumière du vrai soi, qui est le seul maître véritable pour chaque être humain, tous les autres maîtres n'étant que des serviteurs de ce vrai maître unique en qui toutes les véritables loges se trouvent en union. La deuxième lecture sont des lectures extraites d'écrits de Robert Crosby. Donc cette deuxième lecture est extraite notamment des cahiers théosophiques, on le verra, ça s'appelle « Dans les débuts » et 132. La Loge unie des Théosophes est une partie intégrante du mouvement théosophique qui débuta à New York en 1875. C'est comme son nom l'indique, une association de théosophes sans aucune considération d'appartenance à une organisation qui sont unis entre eux par le lien de la communauté de but, d'intention et d'enseignement pour la cause de la théosophie. Et la théosophie étant l'origine, la base et le génie de toute organisation théosophique, elle forme d'elle-même un terrain commun d'intérêt et d'effort au-dessus et au-delà de toutes les différences d'opinion quant aux personnes ou aux méthodes, étant aussi la philosophie de l'unité, elle appelle à l'union indispensable de ceux qui la professent et la promulguent.
Cette union ne signifie pas qu'il faille une identité d'organisation ou de méthode, mais plutôt une reconnaissance amicale, une assistance et un encouragement parmi tous ceux qui sont engagés dans le service de la théosophie. Le besoin d'une base de ce genre, avec une compréhension plus large du mouvement, est la raison d'être de la présente association, la Loge unie de théosophes, composée tant de théosophes appartenant à différentes organisations que de théosophes n'appartenant à aucune. Cette loge n'ayant ni constitution, ni statut, ni personnages officiels, ni chef, offre dans sa déclaration une base commune d'unité pour tous ceux qui en comprennent le grand besoin, et elle sollicite leur coopération. S'en tenant à la devise « Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité », elle recherche la vérité en toutes choses, et en commençant par l'histoire du mouvement théosophique, elle présente ci-après certains faits avec leurs déductions inévitables pour l'information et la considération de tous. La troisième lecture est dans la continuité. Nous avons les déclarations des maîtres d'HPB. Disons qu'elle était le seul instrument possible pour le travail à accomplir, qu'ils l'envoyèrent pour le faire et qu'ils approuvèrent en général tout ce qu'elle fit. Ce travail ne comporte pas seulement la philosophie qu'elle a donnée, mais aussi le travail en rapport avec les autres personnes dans le mouvement. Et quand un rapport est particulièrement défini, comme dans le cas de William Q. Judge, la sagesse exige que l'on accorde toute sa considération à ce qu'elle a dit. H.P. Blavatsky et W.Q. Judge furent cofondateurs dans la Société théosophique en 1875. Ils furent collègues dès le début et le restèrent toujours. H.P. Blavatsky quitta le corps en 1891, William Q. Judge environ 5 ans plus tard. Il ne prétendit pas être son successeur. Au contraire, quand on lui posa cette question, il dit « Elle est sui generis ». Elle ne peut avoir aucun successeur. L'œuvre de l'un d'eux ne peut être séparée de celle de l'autre si on veut comprendre le mouvement. On peut trouver la preuve évidente de la grandeur et la capacité de William Q. Judge en tant qu'instructeur dans ses écrits, dont une grande et précieuse partie est tombée dans l'obscurité à la suite des dissensions sur les questions d'organisation dont nous avons parlé. On devrait rechercher ces écrits et les étudier en liaison avec ceux de H.P. Blavatsky. Cette étude amènera à la conviction que tous deux furent de grands instructeurs, chacun ayant une mission particulière, que l'un et l'autre étaient sui generis, que leur travail était complémentaire et qu'aucun d'eux n'a eu et ne pouvait avoir quelque successeur que ce fût. La quatrième et dernière lecture. Quel est l'opposé et le correctif de la personnalité? Rien de moins que l'impersonnalité qui ne recherche rien pour elle-même, mais tout pour la cause de la théosophie pure et simple. Il n'y a ni célébrité mondaine, ni gloire, ni profit sur cette voie, cependant elle, et elle seule, supprime tout obstacle pouvant surgir entre le message de la théosophie et ceux qui désirent l'étudier et l'appliquer selon ses propres mérites. Pour cette raison, et uniquement pour cette raison, la Loge unie des théosophes est dirigée de manière anonyme.
L'esprit de notre race est encore obsédé par l'idée qu'il est important et essentiel de savoir qui sont les agents actifs, tandis que la chose vraiment importante est le mérite de la chose faite. La vérité ne dépend pas de celui qui l'exprime, mais de sa propre nature claire comme le jour. Qu'elle soit prononcée par l'homme méchant ou par quelqu'un qui est considéré comme vertueux, la vérité n'est ni affilie par l'un, ni rehaussée par l'autre. Il n'y a qu'une seule voie sûre. Il faut comprendre que la théosophie est un don fait à l'humanité par des êtres plus avancés que nous-mêmes. Nous devons apprendre et appliquer les principes fondamentaux sur lesquels repose cette grande philosophie et comprendre l'opération de la loi telle qu'elle y est révélée. Alors, et alors seulement, pourrons-nous commencer à faire de la théosophie un vrai pouvoir vivant dans notre vie. Nous devrions rester disposés à donner et à recevoir l'instruction, mais dans l'un et l'autre cas, nous devrions être sûrs que cet enseignement est en accord absolu avec les principes et les lois tels qu'ils sont exposés dans la philosophie de la théosophie. Si chaque étudiant faisait cela, tous auraient un seul but, une seule intention et un seul et même enseignement et une base sûre pour l'effort uni. Les différences d'opinion individuelles qui pourraient surgir seraient résolues par leur ajustement attentif à la philosophie. La voie pour s'unir est de s'unir. Rien ne peut y faire obstacle si tel est le désir.